Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc, nous allons commencer le workshop sectoriel intitulé Économie numérique moteur de compétitivité du site tunisien, donc en Tunisie. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir M. Anouar Marouf, le ministre des Technologies, de la Communication et de l'Économie numérique, ainsi que plusieurs acteurs qui nous font l'honneur aussi de présenter un retour d'expérience en Tunisie, mais aussi leur vision sur la Tunisie pour cette économie numérique. Je vais commencer par donner la parole à Monsieur le ministre. Je suis venu sans mon papier, donc ça va pas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Merci de votre présence ici, dans ce workshop du numérique. Et je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce forum, cette belle organisation. Et notamment, je leur dis bravo. Pourquoi bravo? Parce que notamment, ils ont mis au centre de ce forum l'économie numérique. L'économie numérique, c'est quelque chose aujourd'hui qui occupe le centre des transformations en économie en Tunisie et dans le monde. Donc bravo aux organisateurs pour ce choix et pour cette mise en évidence de l'importance de l'économie numérique. L'organisation de ce workshop, bien sûr, c'est une preuve de cette importance. Classement ? Et aujourd'hui, ce genre de débat, ces espaces d'échange sont importants pour nous, pour d'abord échanger autour de notre vision du numérique et aussi pour avoir votre feedback, vos suggestions, vos remarques sur comment on peut améliorer le climat des affaires, comment augmenter le niveau de participation du numérique dans l'économie en général. Et moi, je vais citer 3 raisons qui donnent raison aux organisateurs dans leur choix de mettre l'économie numérique au centre de ce forum. Première raison, aujourd'hui le secteur du numérique joue un rôle important et de premier plan dans le développement du pays. À ce propos, nous, en tant que ministère des Technologies, nous avons le programme Smart Tunisie, notre bras pour développer l'économie numérique et notamment l'investissement international, c'est le programme Smart Tunisia. Smart Tunisia est une entité dédiée à soutenir l'investissement international dans le numérique en Tunisie et à la création d'emplois, qui est, comme vous le savez, une priorité du gouvernement d'union nationale. Smart Tunisia, c'est aussi 10 000 offres d'emploi jusque-là. Depuis le début du programme, nous avons fait 10 000 offres d'emploi depuis le lancement du programme en 2015. Avec Smart Tunisia, nous mettons tous les moyens disponibles pour vous accompagner dans votre installation en Tunisie de A à Z. Smart Tunisia, comme je répète assez souvent, ce n'est pas un catalogue de services, ce n'est pas un package d'incitation, c'est un processus d'accompagnement, c'est un contrat de confiance avec les entreprises et avec les investisseurs. Une installation dans les meilleures conditions grâce à une équipe qui vous assiste et qui vous accompagne. D'ailleurs, Smart Tunisia a organisé cette année le plus grand forum ou le plus grand salon de recrutement dans le pays et certainement l'un des plus grands en Afrique. C'est le Smart Tunisia Job Fair et Soukaina pourra nous en parler davantage tout à l'heure. S'installer en Tunisie, c'est aussi profiter d'une infrastructure de qualité. En effet, l'État tunisien investit dans l'infrastructure numérique. C'est bon. L'État investit dans l'infrastructure numérique, comme j'ai dit. Nous disposons aujourd'hui d'une infrastructure de qualité, je parle de la 4G, de la fibre optique, mais aussi, je parle du réseau de technopoles. Nous avons le technopole Razel, qui est une fierté aujourd'hui.
Nous avons une extension à Manouba et nous avons un grand programme de transformation de cette technopole. Nous avons aussi 2 autres technopoles dans les régions, à Sousse et à Sfax. Et nous avons un réseau de cyberparcs étalés dans les régions. Nous avons une vingtaine de cyberparcs dans toutes les régions. Mais nous avons aussi d'excellentes écoles d'ingénieurs dans tout le pays qui forment des milliers de compétences dans le numérique chaque année. Des compétences dont le monde nous envie au point de venir les recruter. Des compétences qui n'attendent qu'un coup de pouce pour donner le meilleur d'eux-mêmes. En Tunisie, on compte, juste pour votre information, 12 000 diplômés dans le numérique chaque année. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le numérique n'est plus seulement un secteur d'activité. Aujourd'hui, le numérique, c'est un moteur de transformation de l'économie en entier. En Tunisie comme ailleurs, des banques, le commerce, l'énergie, les postes mettent et créent de plus en plus de services en ligne, investissent dans le numérique et fassent en sorte que le numérique soit un moteur de transformation de leur métier. En Tunisie, nous vivons le digital comme levier de croissance. D'ailleurs, nous sommes en train de réaliser un ambitieux plan de plus de 70 projets pour le développement socio-économique du pays à travers le numérique. C'est ce qu'on a baptisé le plan Tunisie Digital 2020. Ce n'est pas une simple vision, c'est aussi un ensemble de projets concrets, autour de 70 projets de transformation qui vont de l'infrastructure à l'administration électronique en passant par l'investissement dans les usages. Je prends un exemple, la gestion électronique des correspondances. Nous la vivons aujourd'hui dans 6 ministères. Avant, c'était un vœu pieux. Maintenant, nous la vivons concrètement dans 6 ministères. Et avant la fin de cette année, nous allons généraliser ou nous allons contracter le projet de généralisation de la gestion électronique des correspondances dans tous les ministères. Et nous allons aussi ouvrir ce champ vers les entreprises publiques aussi. La gestion électronique de correspondance, ce n'est pas seulement un projet technologique, c'est aussi un vecteur de changement de la culture au sein de l'administration et c'est un vecteur d'amélioration de la relation entre l'administration et le citoyen qui est au final, in fine, qui est notre cible et qui est notre client. Nous voulons changer la relation de l'administration avec le citoyen. Le plan national stratégique Tunisie Digital 2020 vise aussi à faire de la Tunisie le leader africain du numérique et à généraliser le haut débit dans toutes les régions du pays, c'est-à-dire à connecter le monde, autrement dit, à intégrer toutes les forces vives du pays dans le mouvement ou dans la dynamique économique et dans la dynamique de développement. Un plan qui se concrétise en ce moment même, où je vous parle par des marchés publics et par des licences. Je prends juste l'exemple de l'IoT, l'Internet des objets, qui était impossible il y a un an parce qu'il y a des freins dans le code du numérique. Aujourd'hui, il y a des entreprises en Tunisie qui ont des licences de l'Internet des objets. Je parle aussi de la licence pour l'opérateur d'infrastructure. C'était un choix d'ouvrir le marché d'infrastructures télécom aux opérateurs privés et nous avons donné une licence aujourd'hui pour un opérateur d'infrastructure qui va permettre de généraliser ou de participer aux efforts de généralisation du haut débit dans le pays. Je peux parler aussi du RNIA. RNIA, c'est le réseau très haut débit de l'administration. Le RNIA, c'est connecter les différents bâtiments administratifs ou les différentes administrations à travers un réseau unique. Ça va permettre d'accélérer les connexions entre les différentes administrations, ça va permettre d'accélérer le niveau de délivrance de services aux citoyens. Et l'anecdote en arabe, le réseau Taya. Donc on va pouvoir en finir avec ce phénomène grâce au projet RNIA. Le projet RNIA est dans ses phases finales. Avant la fin de l'année, ce sera installé et opérationnel.
et on entamera le RNIA de collectivité pour connecter toutes les collectivités locales. Il y a plein d'autres projets, notamment le projet de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui s'apprête à lancer courant ce mois un appel d'offres pour se doter d'un système d'information moderne qui lui permettra de contrôler ou de rendre le parcours du patient un parcours transparent, rapide et efficace. La Poste aussi entend, à travers l'initiative Smart Africa, de faire du numérique son levier de développement vers l'Afrique. Le business model change, le monde change, l'Afrique émerge et la Tunisie est votre partenaire en Afrique pour cette transformation en cours. Nous voulons faire de la Tunisie la porte pour l'Afrique, pour l'investissement en Afrique. Et là, j'arrive à la troisième raison, qui est que la Tunisie est votre partenaire logique pour faire du business en Afrique, et notamment dans le numérique. Je vous ai parlé des infrastructures, des compétences, de nos projets nationaux de transformation numérique en cours. Sachez également que nous préparons un nouveau code du numérique. D'ailleurs, c'est peut-être la première fois que je parle de ce code numérique. C'était jusque-là un travail en interne par des équipes d'experts. Je pense que c'est le moment d'en parler. Nous travaillons sur un nouveau code du numérique. Nous voulons changer de philosophie. Avant, regarder le marché comme un marché de télécom, c'est-à-dire l'infrastructure. Nous voulons changer de philosophie et regarder le numérique en tant que marché de data, marché de circulation de données et non seulement une infrastructure. Donc nous travaillons sur un nouveau code du numérique qui va donner plus d'opportunités aux investisseurs et aux entreprises pour créer davantage de valeur ajoutée. La Tunisie est aussi une démocratie, le chef du gouvernement l'a rappelé hier, c'est une démocratie en Afrique et dans le monde arabe. Pour parler concrètement à des gens pragmatiques qui sont les investisseurs, cela signifie pour vous un engagement concret de l'État pour la transparence et contre la corruption, pour un État de droit et pour un environnement business sain. Cela signifie aussi pour vous une contribution active des Tunisiens eux-mêmes. Et je pense particulièrement à la jeunesse de la Tunisie et à son développement. Voyez notre écosystème de start-up, par exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs, d'acteurs financiers qui émergent. Il y a une dynamique, une vraie dynamique, mais l'État doit aussi jouer son rôle pour accompagner cette dynamique et l'accélérer. C'est pour cela que nous travaillons sur un nouveau cadre législatif pour rendre favorable l'écosystème des startups en Tunisie. C'est le Startup Act. Nous sommes dans les phases finales. Nous avons travaillé sur le texte. Le texte, il est prêt. Il est à la présidence du gouvernement. Nous attendons de définir une date pour le Conseil des ministres. Et après, ça passera au Parlement. Et j'espère que bientôt, on aura notre Startup Act. À cet effet, nous mettons en place un cadre juridique favorable, c'est le Startup Act. Startup Act, c'est le projet de loi qui définit, qui traduit l'importance que nous accordons au potentiel d'innovation et d'engagement de la jeunesse tunisienne, une jeunesse qui constitue le capital principal du pays dont nous sommes très fiers. À travers ce forum, à travers vos efforts, votre engagement, votre confiance, et vos idées, nous sommes confiants que nous sommes sur le bon chemin. Et parce que la Tunisie est une démocratie, je vous remercie de votre écoute et je cède la parole au workshop sur l'économie numérique. Bon workshop, vive le numérique et vive la Tunisie. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, nous sommes très contents de voir l'émergence de ce nouveau code en fait, du numérique et d'aller au-delà de l'infrastructure vers le contenu, vers les data. Ça, c'est très important. Je rappelle que ce workshop aussi est organisé en collaboration avec Smart Tunisia et El Razel à Technopark. Et maintenant, donc, place aux présentateurs. Donc, je vais commencer par inviter
M. Karim Koundi, donc de Deloitte, pour nous faire la première présentation sur Smart Economy, donc tendances récentes et implications. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je ne sais pas si je peux avoir les slides. La régie. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Karim Koundi, je suis associé au sein du cabinet Deloitte. Je suis en charge du secteur télécom, médias et technologies, donc au niveau de la région de l'Afrique francophone. Donc, quand on m'a demandé d'intervenir dans ce panel au début, on m'a demandé initialement de présenter les tendances récentes dans le secteur des TIC, dans le monde, en Afrique et en Tunisie. Donc ça, c'était la demande initiale. J'étais un peu gêné par rapport à ce thème-là. Pourquoi ? La première raison, si on veut se focaliser que sur le secteur d'éthique, je ferai la présentation en 30 secondes, donc ça va être très rapide de présenter les tendances dans les TIC. La deuxième, les tendances n'ont pas de frontières. La tendance dans le monde, en Afrique, en Tunisie, c'est les mêmes. Il n'y a aucune frontière dans le domaine des tendances et surtout dans le thème dont on parle aujourd'hui, ce qu'on appelle, ce que je vais appeler ici la Smart Economy. Donc c'est ça un peu le thème aujourd'hui. Donc j'aurai en fait 10 minutes pour présenter, j'ai essayé de fixer deux objectifs principaux à ma presse, donc en 10 minutes, d'essayer de vous apporter quelques clés de lecture dans tout ce qui se passe là. Il y a plein de mots ici, on est tous en train de baigner dans tout ça. On n'arrive pas à s'en sortir, à savoir de quoi il s'agit, pourquoi tout ça est en train de se passer. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas qu'une simple question de TIC ou bien de technologie. C'est beaucoup plus large que ça. Donc ça, c'est le premier point. Et mon deuxième objectif de cette présentation, c'est d'arriver à la fin. Il y a un thème, il y a un mot très important qui manque ici. Donc je vous laisse deviner, mais vous allez sûrement le savoir à la fin de la présentation. Il y a un thème très important qui manque ici, et qui est justement au cœur de ce qu'on appelle la Smart Economy. Donc on parle beaucoup de l'économie en fait, numérique, l'économie de partage, beaucoup de technologies, de connectivité, de smartphones, etc., de smart, de e-anything, 2.0, 3.0, 4.0. Il y a même un panel en parallèle qui parle de l'industrie en fait 4.0, où je pense que c'est exactement aussi le thème de ce qu'on va parler ici. Donc tout ça est en train de se mélanger. Et c'est un peu vraiment le thème que je vais présenter. Donc l'autre point, donc avant que je vais dans le vif du sujet. Dans ma présentation, je ne vais présenter aucun chiffre, aucun pourcentage, aucune moyenne, comme on a l'habitude de le faire dans le domaine du conseil, et aussi les consultants. Je vous fais le pari qu'il n'y aura aucun chiffre, aucun histogramme, aucune moyenne dans cette présentation. Et pourquoi je compte faire ça ? C'est pour rester sur le fond du sujet. Parce qu'on se perd tellement vite dans les moyennes et les chiffres qu'on perd le sens finalement de ce qu'on veut présenter. Voilà, donc ça c'était l'intro de ma présentation de que 10 minutes. On peut passer ? Donc comme j'ai dit au début, le secteur des TIC, ou je dirais même le secteur des technologies au sens large, ça se résume d'une manière très simple. Il y a 3 facteurs qui drivent tout ce qui se passe dans ce secteur et qui sont les mêmes depuis à peu près 15 ans. Et ça sera forcément les mêmes dans les 5-10 ans prochains. Il y a peut-être un 4e facteur qui est en train de se rajouter aujourd'hui. Mais globalement, tout ce qui se passe dans ce secteur aujourd'hui est drivé par 3 choses. Tout ce qui se passe dans le développement de la connectivité, des différentes technologies, la bande passante de plus en plus importante. Tout ce qui se passe dans les capacités de traitement des machines, donc ce qu'on appelle donc la vitesse des processeurs, qui est de plus en plus puissante. Et donc on arrive à faire des équipements de plus en plus petits, avec des capacités de traitement beaucoup plus importantes. Et le 3e facteur, c'est la capacité de stockage. La loi de Moore dit que tous les 6 mois, on double de volume en fait, d'informations. Et ça, c'est un élément clé aussi. Aujourd'hui, on arrive à faire avec des équipements de plus en plus petits, à faire des traitements, toutes sortes de traitements à distance, le cloud, etc. Et ça, c'est le fondement de tout ce qui se passe aujourd'hui. On peut parler de big data, de blockchain, de tout ce que vous voulez, mais c'est ces 3 facteurs qui drivent ce secteur. Et c'est pour ça que j'ai dit que je peux le résumer en moins de 30 secondes. Donc ce qui se passe dans ce secteur. Il y a un 4e élément qui est en train de se rajouter. Vu que cette technologie évolue, on est plus sur des équipements dans la en fait, mobilité. On est de plus en plus mobile dans l'usage de ces technologies. Il y a un 4e facteur qui est en train d'arriver. On attend toujours la rupture dans cela. C'est ce qu'on appelle en fait, le facteur de en fait, l'autonomie.
le problème de la batterie. Votre problème numéro 1 aujourd'hui sur les smartphones, c'est son autonomie, c'est la batterie. Moi, j'ai 2 téléphones, j'ai un iPhone qui marche très bien, mais j'ai un deuxième qui est un Nokia 3310, et je le porte toujours. Et en termes d'autonomie, en fait, il n'y a pas mieux que ça. Donc, le problème de la batterie, c'est aussi l'un des facteurs aujourd'hui. Il n'y a pas encore de rupture qui arrive, mais c'est un élément très important dans ce secteur aujourd'hui. Donc, l'autonomie de tous les équipements qu'on a, vu qu'ils sont de plus en plus dans la mobilité. Voilà, donc ça, c'est pour le secteur des TIC. Donc, si on essaie de monter au niveau très, très macro, donc pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit, et pourquoi tout ce qui se passe dans l'économie numérique, enfin ce qu'on appelle l'économie numérique, au partage, au smart, etc., tout est drivé par ce qui se passe dans les principaux enjeux dans le monde aujourd'hui. Notre monde aujourd'hui, il y a une croissance en fait, démographique en fait, très importante, l'espérance de vie en fait, rallongée, des problèmes de pollution, de changement de climat, des problèmes sociaux en termes de partage de richesses, en termes de disparité sociale et économique, des populations vivant de plus en plus dans les villes, et des ressources naturelles de moins en moins disponibles. C'est ça aujourd'hui les enjeux du monde. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, il y a 4 transitions majeures qui sont en train de se passer aujourd'hui. La transition au niveau de l'énergie, donc vers les énergies en fait, renouvelables, la transition dite en fait, écologique, donc la protection de l'environnement, le développement durable, etc. La transition au niveau des modes de transport. Nos modes de transport sont en train de changer en fait, radicalement. Et bien sûr, la transition au niveau de la technologie. Donc tout cela, justement, est en fait catalysé par ce qui se passe dans le domaine de la technologie. Un point très important, donc toute la question en fait, derrière ça, on parle de toutes ces transitions, mais pourquoi? On parle beaucoup de développement en fait, économique, mais le plus important à la fin, c'est comment augmenter le bien-être de l'être humain, comment augmenter la qualité de vie. Et je n'ai pas choisi ce mot par hasard, le mot en fait augmenter. On verra après justement le lien donc avec la smart economy. Et c'est justement le thème qui manquait dans la toute première slide, la partie amélioration de la qualité de vie et du en fait, bien-être de l'humain, qui est au centre de tout ça, et qui est au centre de cette nouvelle smart economy. Si on essaie de revenir à l'histoire, donc là c'est une slide rapide, si on voit les 3 dernières révolutions industrielles. Si on voit les 3 dernières en fait, révolutions industrielles, donc la première, donc celle du charbon, celle de la machine à vapeur, de l'industrie du textile, des ponts, des chemins de fer. La deuxième, celle du pétrole, de en fait, l'électricité, de l'acier, du secteur automobile qui a complètement en fait, explosé. La troisième, début des années 70, c'est celle du nucléaire, c'est celle du silicone, d'où la Silicon Valley, etc. Donc tout est venu de là. Et un nouveau moyen de transport qui s'appelle Internet. À l'époque, c'était toujours un moyen de transport. Si vous vous rappelez, dans les années 70, les PTT, Poste Télécom Télégraphe, c'était sous la tutelle du ministère des Transports. Donc à l'époque, l'Internet, c'était un nouveau mode de transport, donc les télécoms, etc. Donc le point commun entre ces 3, quand on voit, on a eu une révolution industrielle à chaque fois, c'est parce qu'il y a eu des innovations simultanées dans 3 secteurs principaux. Les 2 secteurs qui sont l'énergie et le transport, c'est les 2 moteurs de toute économie dans le monde. Il y a eu des transitions dans ces 2 secteurs, donc en fait en même temps. L'industrie automobile est venue avec le pétrole, etc. Le charbon a permis de faire l'acier et de faire les chemins de fer. Et la troisième aussi pareil, donc le silicone et le céramique, etc., et avec toute l'électronique, a permis de développer la partie Internet. C'est souvent des innovations qui arrivent en même temps dans ces 3 secteurs. Et je parle de ça justement parce que c'est en train de se passer aujourd'hui dans ce qu'on appelle la 4e en fait, révolution. Donc la 4e où on est dans la transition des énergies en fait, renouvelables. Il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui. On parle des clouds en fait, des énergies, les smart grids, etc. Les modes de transport sont en train de changer. On est plus en train de parler aujourd'hui de la mobilité intégrée, ou ce qu'on appelle même la mobilité as a service. Avoir des concepts, j'ai vu il y a quelques jours donc en fait en Suède, ils proposent de supprimer les véhicules personnels et avoir donc une sorte d'abonnement en fait mensuel à tous les citoyens dans un concept de la mobilité intégrée. Vous avez un besoin de transport,
vous avez le service en 10 minutes. Ça peut être un véhicule, ça peut être un train, ça peut être un bus. Donc c'est ce type de concept qui est en train de changer beaucoup aujourd'hui dans le monde du transport. Et tout ça, bien sûr, est totalement catalysé par ce qui se passe dans la technologie. Et plus précisément, ce qu'on appelle le digital social ou le digital collaboratif, d'où l'économie collaborative. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui dans le digital, et pour finir sur cette slide-là, il reste 2 minutes justement, on parle aujourd'hui des 3 Internets. On a vécu l'Internet de l'information, qui s'est passé avec la 3e révolution. Aujourd'hui, on parle de 3 Internets. L'Internet de l'énergie, on sera de plus en plus producteur et en même temps consommateur. Il y aura de moins en moins le concept d'opérateur national qui va gérer et qui va en fait produire l'énergie. On le voit aujourd'hui avec le solaire. On est dans un mode collaboratif, dans un autre type d'Internet. Le transport, c'est pareil, avec ces nouveaux concepts. C'est un nouveau type d'Internet. Donc on parle aujourd'hui des 3 Internets qui sont en train de fusionner, et grâce au digital collaboratif. Et c'est ça la 4e révolution. Donc c'est pour ça que j'ai dit au début, quand on parle de TIC, d'économie numérique, il faut qu'on se mette dans ça. Faire de l'économie numérique, ou de l'intelligence artificielle, ou de la blockchain, ou je ne sais quoi, ça ne veut rien dire. Mais comment ça va s'appliquer dans tout ça? Et c'est très important de savoir que les 2 secteurs clés dans cette nouvelle économie et dans le développement de l'économie numérique sont le secteur de l'énergie et le secteur du transport. Donc s'il y a en fait quelque chose à développer dans l'économie numérique et dans les technologies, les 2 secteurs prioritaires qui vont porter cette nouvelle révolution sont l'énergie et le transport. Donc l'énergie aujourd'hui, je prends un exemple, le cas des smart grids, c'est un projet clé. Dans le cas du transport, le transport intelligent et en fait, tout ce qui va avec, c'est un secteur clé. Alors, pour nous en Tunisie, mais pour développer cette expertise, pour après en fait, l'exporter. Donc c'est juste pour un peu donner le panorama des différentes en fait, priorités par rapport au développement de en fait, l'économie numérique. On peut passer là. Donc cette nouvelle économie, donc bien sûr, la valeur principale là-dedans, c'est la data. On ne valorise plus les immobiliers, etc. On voit aujourd'hui tous les géants du monde dans cette nouvelle économie. Ils ne possèdent rien. Ils possèdent une chose, donc c'est la data. Et je pense que Mme Leïla pourra beaucoup parler de ça aussi. La data, c'est la nouvelle ressource et le cœur de la valeur de cette nouvelle économie. Et on le voit aujourd'hui avec tous ces géants du monde, ils sont tous centrés autour de la data. Je finis avec ça. Encore 2 slides, désolé. C'est pour arriver en fait, avec l'idée au bout. En fait. On parle de smart aujourd'hui. Aujourd'hui, un effet de mode, en fait, tout est smart. Smart city, smartphone, smartwatch. On parle de smart au sens large. C'est souvent associé à de l'intelligence au niveau de la technologie. Être bien connecté, ça veut dire smart. Donc c'est souvent associé à ça. Mais c'est loin d'être ça, en fait. La technologie, elle compte pour peu là-dedans. La notion de smart est beaucoup plus large dans un contexte de smart economy. Et pour éviter de en fait, tomber dans ce piège, ce qu'on appelle le paradoxe de la technocratie versus le bien-être. Faire trop de la technologie et penser que la technologie c'est une finalité, on peut tomber dans ce piège-là et former des générations, ce qu'on appelle, comme a dit à l'époque Einstein, où la technologie va en fait, dépasser en fait, l'humain, et on va produire des générations en fait, d'imbéciles. La technologie, ce n'est pas une finalité. Donc être smart, c'est produire mieux en consommant moins de ressources, fournir instantanément des produits et des services de plus en plus personnalisés. Avec cette nouvelle forme d'économie, on arrive à délivrer des produits super personnalisés aux clients d'une manière instantanée. C'est ça, smart. Et ça, cette nouvelle économie, et on arrive à le faire, on arrive à délivrer des produits plus personnalisés d'une manière instantanée, même en fait moins cher qu'un produit qui aurait été produit dans l'économie en fait, traditionnelle. Et c'est ça tout l'enjeu de Smart Economy, c'est autour de ce concept. Et bien sûr, le 3 élément clé, tout en préservant l'environnement. Donc l'aspect green. Et donc, pour justement en fait, définir, on peut avoir en fait, plusieurs en fait, définitions, mais on va déjà insister à définir la Smart Economy, donc c'est exactement ça. Et quand on parle d'économie numérique, il faut vraiment que ça s'inscrive dans ce cadre global de cette 4e en fait, révolution. Et je finis. Dans lequel l'Afrique et la Tunisie peuvent avoir un rôle majeur. Majeur pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de faire des sauts. Et là, le saut, on peut faire un très grand saut
d'une manière en fait, très rapide et s'intégrer dans cette nouvelle smart economy. L'accès à cette nouvelle économie est beaucoup plus accessible que l'ancienne. Il y a besoin de moins de capital, on a plus besoin en fait, d'innovation, de l'entrepreneuriat, des jeunes. L'Afrique est très jeune. Il suffit d'avoir les bons écosystèmes et les bons en fait, mécanismes de financement pour qu'on puisse entrer dans cette smart economy. Dernier point, la culture de partage, qui est le fondement de la smart economy, elle est très présente en Afrique et en Tunisie. Il y a des pays, ils sont tellement partis dans ce qu'on appelle la technocratie, ils sont devenus beaucoup plus en fait, individualistes, où la culture de partage a été perdue. La culture de partage, on l'a, pas avec le digital, mais historiquement, on l'a. On prend toujours un équipement en fait, chez le voisin, on se partage des choses. Aujourd'hui, ça se passe sur le digital. La semaine dernière en France, je finis, hein. La semaine dernière en France, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu une sorte de rupture du beurre, parce que c'était la période de basse lactée. Le beurre a été pratiquement en fait, absent dans le pays. Il y a des internautes qui se sont amusés sur un site en fait, de l'e-commerce à vendre des paquets de beurre qui sont déjà en fait, consommés. Et c'était des annonces du genre, un paquet de 200 grammes, il me reste 100 grammes, et la date de consommation, elle finit à telle date. Et ça a eu un succès énorme. Les gens achetaient sur le site du Bancoin des bouts de paquets de beurre entre eux. Et c'est ça la smart economy. Consommer mieux, partager plus, et en essayant de protéger en fait, l'environnement. On estime que dans 20-30 ans, la production automobile elle va chuter de plus de 50%. Parce qu'on aura moins besoin de produits personnels, on va moins acheter, on va plus consommer à en fait, l'usage. On va plus consommer en part-time, en timeshare, et moins acheter les choses, et moins aller vers les actions en fait, d'achat de produits. On ne va plus acheter à vie pour consommer d'une manière temporaire. Et la smart economy, c'est ça aussi. Consommer plus avec moins de ressources. Voilà, donc je m'arrête là. Il y a encore d'autres choses, mais merci beaucoup. Donc, merci, M. Koundi, pour cette excellente présentation sur les secteurs émergents de l'ICT, le transport, l'énergie et autres, et qui ouvre des perspectives sur l'économie, cette nouvelle économie, la smart economy. Donc, j'invite maintenant Madame Neila Benzina, donc présidente de TACT, pour nous parler en fait du capital humain en Tunisie, donc un levier de développement du secteur IT. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité aujourd'hui parmi vous. Kelly m'a dit qu'il n'allait pas faire le consultant en ne mettant pas de chiffres dans ses présentations. Moi, je vais le faire encore moins puisque je n'ai pas de présentation. Je vais parler tout à fait naturellement. Je suis ici et je pense que j'ai été invitée en tant que TAC, Tunisian Association for Communication and Technologies, qui est l'association qui regroupe les plus grands acteurs du numérique qui sont dans l'offshoring IT. Donc on compte parmi nos membres FIS, SunGard, Vermeg, Business et Décision, Sofrecom, Simpress, et j'espère ne pas en oublier trop. Mais j'ai également d'autres casquettes et c'est intéressant d'aborder le sujet sous d'autres angles et avec mes autres casquettes puisque le sujet du capital humain est fondamental dans un pays comme la Tunisie. Quelles sont ces autres casquettes? Je suis aussi impliquée dans Smart Tunisia. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui va en parler avec un peu plus de détails. Je suis entrepreneur, chef d'entreprise. J'ai créé une entreprise en Tunisie en 2000 avec finalement un partenariat avec une multinationale autour des sujets de la data, autour des sujets des analytics, autour des sujets de la transformation digitale. Donc tu en parlais, Kélim, à l'instant. J'avais pas beaucoup de mérite en 2000 d'avoir eu cette idée de m'installer en Tunisie. Je suis tunisienne. Néanmoins, on a démarré avec 3 personnes. Aujourd'hui, c'est plus de 300 personnes. Et on est en train de se faire racheter par un très gros opérateur. On vous donnera le nom dans quelques temps, mais je pense que c'est une belle opération qui prouve à quel point la Tunisie se positionne bien. Et dans la stratégie de cet opérateur, la plateforme tunisienne sera développée et ce sera un des axes de croissance et des leviers de croissance de ce groupe.
Je suis également vice-présidente de Réseau Entreprendre et en phase de lancer la French Tech Tunis. Donc, je suis en charge du lancement de la French Tech Tunis prévu pour début 2018. Et si j'ai tenu à vous parler de ces différentes casquettes, c'est parce que finalement, il y a un lien. Pourquoi il y a toutes ces activités ? Pourquoi, finalement, dans un pays comme la Tunisie, on est en capacité de regrouper des gros acteurs de l'offshoring ? Pourquoi on est en mesure d'attirer des gros opérateurs ? Pourquoi on pense à mettre en place une French Tech dans ce pays-là ? C'est un des rares pays dans lequel on va mettre en place une French Tech en Afrique, sur ce continent. Parce que finalement, il y a une ressource rare, une ressource qui existe dans ce pays, sur laquelle on a misé, sur laquelle on a investi depuis de nombreuses années. Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas une ressource naturelle, c'est la ressource humaine. Je pense que vous l'aviez deviné. Et effectivement, le pari qui a été fait depuis l'indépendance sur le capital humain, sur les ressources humaines, via l'éducation, via aussi les femmes qui ont été considérées comme un pilier du développement humain et du développement du modèle de société qu'est la Tunisie. Via cet investissement, on a réussi à créer quelque chose de nouveau dans la région en n'ayant pas de ressources naturelles, en n'ayant pas de pétrole, en n'ayant pas d'autres moyens. Et donc, la Tunisie a réussi à se faire une place unique dans son développement économique. Après, on a réussi également, avec ce capital humain-là, à opérer un changement en douceur quand la révolution a eu lieu en 2011. Et finalement, dans ce pays, la révolution a eu lieu en douceur grâce aussi à ce capital humain qui avait un certain niveau, qui était éduqué, qui a su aussi utiliser le digital. Tu disais tout à l'heure que le digital n'était pas si utilisé que ça, mais souvenez-vous, l'appropriation des réseaux sociaux par les Tunisiens et la vitesse avec laquelle on a pu, grâce à ces réseaux sociaux-là, grâce aux médias, grâce aux technologies, comment on a réussi à éviter le pire, comment on a réussi à très vite s'organiser et à changer la donne. Et je pense que ça, c'est aussi une des caractéristiques du Tunisien. Avoir l'agilité, la flexibilité, la capacité à faire bon usage de son niveau d'éducation, de faire bon usage des technologies et de pouvoir, grâce à ça, impacter les choses, échanger les choses en douceur avec l'intelligence qu'on lui connaît. Et puis, après la Révolution, à chaque fois qu'on a eu des difficultés, des risques de tomber dans le chaos, il y a eu également cette capacité des Tunisiens à pouvoir rebondir et à pouvoir éviter le pire en travaillant ensemble sur des solutions que seul le génie tunisien pouvait apporter. Je pense que je ne vais pas faire l'article plus longtemps sur ce sujet-là. Néanmoins, ce qu'il faut noter, et mon message est davantage pour les investisseurs potentiels qui sont là, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a chez les Tunisiens une capacité, grâce à leur niveau d'éducation et grâce à leur état d'esprit positif, à rebondir et à faire bon usage de leurs connaissances et de leurs compétences. D'ailleurs, je peux en attester en tant qu'entreprise dans le secteur privé, et je ne suis pas la seule à le dire. Tous ceux qui sont dans Tact, mais aussi dans Smart, dans tous les investisseurs en Tunisie, peuvent en attester également. Pendant la Révolution, il y a eu 0 minute de rupture, d'interruption de service dans nos entreprises. Et les gens ont tenu à venir travailler ou à travailler de chez eux, y compris dans les moments les plus compliqués et les plus difficiles. Je pense que sur ces sujets-là, c'est important de savoir qu'on peut avoir ici des gens sur qui on peut compter. Des gens éduqués, des gens d'un certain niveau, des gens sur qui on peut compter. Alors, des gens éduqués. En Tunisie, on a 350 000 étudiants, dont 60% de femmes. On a également 60 000 diplômés tous les ans. Donc 350 000 étudiants tous les ans, 60 000 diplômés tous les ans, et on a 12 500
diplômés dans les filières technologiques. Donc, dans le secteur d'éthique, vous pouvez voir ici qu'on a la possibilité d'utiliser des compétences formées par des universités, des écoles qui ont fait leurs preuves. Alors aujourd'hui, on a un défi majeur parce qu'on voit arriver des grands acteurs, on voit partir aussi des ressources tunisiennes à l'étranger. Comme vous le disiez, monsieur le ministre, tout à l'heure, il y a un appel d'air très fort vers l'étranger, mais c'est positif pour tout le monde parce que ça vient élargir, en fait, agrandir la diaspora, lui donner plus de poids et élargir notre plateforme et notre écosystème. Comment on répond à cette problématique-là? On y répond en travaillant ensemble dans le secteur privé, avec l'État, avec les universités et les écoles, pour augmenter le pool de ressources disponibles et permettre à l'avenir d'avoir plus de diplômés, des gens mieux formés par rapport aux besoins d'aujourd'hui et de demain, et des gens à qui on va également donner des formations en termes de soft skills, ça veut dire en termes de communication et en termes de gestion de projet, ce qui est primordial dans nos métiers, surtout quand on fait de l'offshoring et qu'on travaille dans le métier des services. Parmi ces initiatives-là, on sait qu'il y a eu Digital Talent, je pense que ça a été évoqué tout à l'heure, il y a EFE, Employment for Education, il y a Smart Tunisia qui a également des réflexions en la matière, TACT qui a lancé TACT Academy et qui continue à réfléchir, et tous ces gens-là se réunissent régulièrement pour faire un recensement des besoins nécessaires dans les différentes entreprises, sur les besoins d'aujourd'hui, mais également les besoins à venir. Et il est important de comprendre que c'est ce qui va préparer pour les entreprises qui vont s'installer demain la possibilité de trouver ici des ressources prêtes, des ressources formées au métier de demain. Alors, une autre remarque, parce que je pense que j'ai plus beaucoup de temps, par rapport aux ressources disponibles en Tunisie, on ne fait pas que de l'outsourcing en Tunisie, on ne fait pas que de l'offshoring, on ne fait pas que de la délégation de projets ou de bouts de projets. On est sur toute la chaîne de valeur, par exemple chez Business et Décisions, mais chez d'autres également confrères qui font partie de TACT. On est un pôle d'excellence pour ces multinationales pour lesquelles nous opérons. Un pôle d'excellence sur les sujets de demain, le big data, les sujets de la transformation digitale, l'intelligence artificielle, le blockchain, et j'en passe. Et c'est ce qui nous permet à un moment donné aussi de pouvoir proposer à ces groupes, et nous on en est le modèle et on l'incarne chez Business et Décisions, d'être une plateforme, un hub qui permette à ces groupes-là de pouvoir adresser à partir de la Tunisie des marchés beaucoup plus importants qui sont les marchés du Moyen-Orient par exemple, mais également les marchés africains et surtout d'Afrique subsaharienne. Et pour Business et Décisions, ce modèle-là a parfaitement fonctionné. Et chez TACT également, on a plusieurs entreprises qui peuvent en attester. Donc finalement, pour conclure, j'ai envie de dire que le capital humain en Tunisie, je pense que la démonstration n'est plus à faire sur sa capacité à être prêt et à jouer le jeu, à être au bon niveau attendu, mais on ne dort pas sur nos lauriers, on est en train de se préparer aux demandes futures, en formant plus, en formant mieux et en créant des synergies entre nous pour aller plus vite ensemble et plus loin. Merci. Merci Madame Zina pour cette présentation, et en tant que professeur à Subcom, je peux témoigner de la qualité de formation de nos jeunes, que ce soit sur les hard skills ou les soft skills, le côté technique et la communication, la gestion de projet et l'ouverture vers le savoir-être, donc l'épanouissement et l'intégration dans la société. Alors, je vais céder la parole à un témoignage qui nous vient de la société Cypress. Donc, nous avons l'honneur d'avoir Si Ahmed Shreit avec nous, directeur de Arash, et qui va nous parler un petit peu de l'expérience, le retour d'expérience de Cypress. Merci beaucoup. En tout cas, Neil, je crois, elle a parlé de beaucoup de forces du marché tunisien qui est le capital humain. Nous, chez Cypress Tunisie,
On a vraiment investi dans le capital humain. Et là, après cette présentation, je vais partager avec vous une vidéo dans laquelle on peut résumer la culture d'entreprise qu'on a en Tunisie. La société américaine Cimpress a investi en Tunisie depuis 2009. On a commencé avec une petite activité de support du marché français et espagnol. On a commencé avec une petite équipe de 60 agents clientèle et là, on est 1000 employés. Ça, c'est grâce au potentiel tunisien, grâce aussi à ce qu'on appelle en anglais Fast Learning Curve. Les Tunisiens et les jeunes diplômés tunisiens, ils ont la capacité d'apprentissage et c'est pour ça, au sein de Cimpress, on est en train de développer une culture d'apprentissage. Learning culture. Pour nous, l'apprentissage pour les Tunisiens est un facteur qui est essentiel dans les entreprises multinationales. C'est vrai, on n'est plus dans l'aspect de l'offshoring, de l'outsourcing. Cimpress Tunisie, elle fait partie du groupe Cimpress Monde et on n'est plus dans la notion de cost, c'est la réduction de coûts. On n'est pas un centre de coûts. On est une filiale qui est productive, qui est en train de générer des bénéfices pour le groupe Cimpress américain. Et là, on a commencé à développer des équipes qui font ce qu'on appelle end-to-end. On n'est plus dans la détection de projets, mais ils viennent chez nous pour vraiment développer des projets end-to-end chez Cimpress Tunisie. Et là, il y a une autre force de Cimpress Tunisie, c'est notre culture, elle est basée sur le feedback. On travaille avec le feedback de nos employés. Chaque décision prise au sein de Cimpress, elle est basée sur le feedback de nos employés. On est là très orienté vers l'écoute. On ne prend pas des décisions qui ne sont pas pour le bien-être de nos employés. C'est pour ça qu'on a créé un environnement, on peut dire familial, un environnement qui peut avoir des performances très positives sur nos produits. Et en plus, dans la vidéo que je vais présenter, on va vous donner une idée sur l'environnement de travail idéal pour la génération Y et la génération Millennium. Les jeunes Tunisiens, là, ils ne sont plus dans l'approche « je veux décrocher un poste, je veux être permanent ». Non, ils sont dans l'approche d'apprentissage, l'approche de développement de carrière. Et c'est pour ça, chez Cimpress, on leur donne la liberté de créer, la liberté d'innover et aussi on les responsabilise en tant que jeunes. On a beaucoup de success stories à Cimpress Tunisie. On a des techniciens qui ont commencé dans le centre d'appel et là, actuellement, ils sont des managers dans des centres de services IT aux États-Unis. Ça, c'est grâce à la confiance que les Américains nous ont donnée durant les 7 dernières années et aussi grâce au potentiel tunisien. Alors, c'est pour ça que je vais finir ma présentation avec une vidéo qui vous donne une idée sur la culture de l'entreprise Cimpress. Je vous remercie. Merci. Merci encore
pour cette présentation, pour cette vidéo. Donc j'invite Madame Soukaina Rahmani de Smart Tunisia, qui va nous parler un peu de la stratégie nationale, des policy makers. Micro, s'il vous plaît. Si j'ai un micro. Merci. Soukaina Rahmani, je suis de Smart Tunisia. Je vais commencer par présenter le plan national stratégique et après Tunisie 2020 et après je vais présenter un peu Smart Tunisia. En fait, le plan national, il a commencé la réflexion et tout ça. Le gouvernement tunisien a commencé la réflexion depuis 2010-2011. Et en 2013, on a commencé réellement à travailler sur un plan national stratégique. Tout le monde sait que la Tunisie a passé par une révolution et même la Tunisie, elle a passé à la numérique, au digital, on a pensé à passer à tout ça. Donc on a tout ce que tout le monde a parlé des talents tunisiens, de l'environnement tunisien et tout ça. Et c'est dans ce contexte qu'on a le plan national stratégique. Et bien sûr, la Tunisie, elle a le rayonnement régional international. On a aussi, c'est pour créer la richesse et développer une croissance économique durable. C'est pour créer de l'emploi. C'est pour assurer le développement régional, équitable, social. Et c'est pour une gouvernance transparente et une administration sans papier. Et pour maintenir la sécurité nationale. La vision, c'est pour Tunisie Digital, c'est de devenir une référence numérique internationale et c'est pour faire du TIC un levier important pour le développement socio-économique. Bien sûr, les axes stratégiques, c'est pour garantir l'inclusion sociale et réduire la fracture numérique, pour implanter la culture du numérique en Tunisie, pour évoluer vers une e-administration, pour créer de l'emploi. Et Smart Tunisia, elle en témoigne de l'emploi dans le secteur de l'offshoring, et pour l'accompagnement des entreprises et des startups tunisiennes et de l'innovation. C'est aussi pour améliorer la compétitivité des entreprises et dans le secteur d'éthique, bien sûr, et pour une Tunisie dans tout le numérique. Les axes du plan national stratégique, c'est l'infrastructure, le e-business, le e-gov et Smart Tunisia. Encore. Merci. Le premier axe, c'est l'infrastructure. C'est surtout pour généraliser l'accès à l'Internet, au débit, à la connaissance et développement très haut débit. D'ailleurs, Monsieur le ministre, il a parlé tout à l'heure des projets qui ont été réalisés en Tunisie depuis 2013, le 4G, l'IoT, les 29 licences IoT et tout ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a un taux de pénétration de débit fixe de 6,7%. Ce sont des chiffres nouveaux, c'est septembre 2017. Et un taux de pénétration pour le haut débit mobile de 67,5%. Et un pourcentage des ménages ayant accès à Internet de 37,5%. Et un pourcentage des individus utilisant Internet de 49% et presque 50%. Et une bande passante internationale par utilisateur Internet, c'est 33,5%. Pour le e-gov, d'ailleurs, Monsieur le ministre a déjà parlé de la partie e-administration. Il y a 6 ministères qui sont déjà connectés sur ce projet. Il y aura l'année prochaine tous les autres ministères. On a d'ailleurs l'index NRI, il est à 3,6% et notre objectif d'ici 2020, c'est d'atteindre les 5,2%.
Pour l'index ONU, c'est 0,64% et notre objectif, c'est de 0,8%. D'ailleurs, on avance. Et on est en train de travailler sur tous ces projets. D'ailleurs, 70 projets sont en cours pour tout ce plan-là. Pour tout ce qui est e-business, c'est pour transformer les entreprises par l'usage du numérique pour une meilleure compétitivité, productivité et intégration. D'ailleurs, le taux de pénétration au débit fixe, il est de 6,7%, j'ai déjà présenté ça. Pour tout ce qui est usage, l'amélioration de la qualité de vie des citoyens par un meilleur usage du numérique. Et le pourcentage des individus utilisant Internet, il est de 50% presque, et notre objectif, c'est d'atteindre les 85%. Et d'ailleurs, le fournisseur des armes blanches, l'IoT, tout ça, c'est pour tout cela, pour améliorer cette connectivité, pour augmenter le débit de connexion en Tunisie. Aussi, on a un taux de pénétration de haut débit fixe de 6,7%, bien sûr. Pour tout ce qui est innovation, cet axe, il est relié à d'autres acteurs d'ailleurs. Et d'ailleurs, le Startup Act et la définition de l'innovation et tout ça. Et je crois que 2018, elle aura un avancement sur cet axe-là, parce que tout en lançant le Startup Act, il y aura un encouragement à l'innovation, un encouragement à la création de la valeur, et certainement, c'est d'augmenter le taux de création des startups. Pour l'offshoring, en fait, il y a 3 KPI. C'est le chiffre d'affaires annuel à l'offshoring, c'est l'emploi total dans l'offshoring et c'est le pourcentage de l'emploi dans l'offshoring. Et Smart Tunisia, elle est classée dans cet axe-là. D'ailleurs, aujourd'hui, Smart Tunisia, elle a atteint les 10 000 emplois on a signé 10 000 emplois pour les 3 prochaines années. Smart Tunisia, c'est un programme du gouvernement, il est constitué en PPP. Il est là pour accompagner et supporter les entreprises dans les domaines d'éthique. C'est de support dès le premier souhait jusqu'à plus l'infini. C'est le support pour tout ce qui est implémentation en Tunisie, pour l'extension des activités en Tunisie, pour créer des emplois, pour la formation, pour l'administration, pour l'intermédiation avec l'administration tunisienne, pour l'intermédiation avec tout l'écosystème tunisien. C'est pour animer l'écosystème tunisien dans le domaine d'éthique. D'ailleurs, on est présent dans la plupart des grands événements internationaux pour promouvoir la Tunisie en tant que destination technologique, pour promouvoir les compétences tunisiennes. On se positionne comme un hub, la Tunisie se positionne comme un hub technologique entre l'Europe, le reste du monde et l'Afrique. Et on est là pour témoigner, des entreprises qui sont déjà là pour témoigner. D'ailleurs, la plupart des entreprises offshore en Tunisie sont nos partenaires aujourd'hui. On a commencé l'exercice en 2015-2016 avec des entreprises déjà existantes en Tunisie. 2017, on est en train de promouvoir, d'être présent sur d'autres pays, parce que nos partenaires classiques, c'est l'Europe. Et là, on est en train de promouvoir la Tunisie vers le Nord-Afrique. On a été dernièrement au Canada et on va être au mois de janvier aux États-Unis. Tout ça, c'est pour promouvoir la Tunisie, c'est pour attirer d'autres investisseurs, d'autres partenaires vers la Tunisie. Et merci. Merci Madame Rahmani pour cette présentation qui montre l'engagement du gouvernement pour l'infrastructure, mais aussi pour inciter cette nouvelle économie, donc la smart economy comme M. Koundé l'a défini. Donc j'invite maintenant M. Alain Ducasse, donc un expert international en économie numérique, donc pour nous parler du potentiel numérique, les opportunités de triangulation Tunisie, Europe, Afrique.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de venir à nouveau en Tunisie. Moi-même, je suis donc français. J'ai passé 40 ans dans l'administration française auprès du Premier ministre et du ministre de l'Industrie sur les questions de numérique et les questions de développement économique. Les diapos, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. Et donc, je voulais vous présenter d'abord... Oui, on continue. Encore. Voilà. La première chose qu'on regarde, donc, mon métier est d'écrire les stratégies numériques d'un certain nombre de pays africains. La première chose qu'on regarde, c'est les 3 indices internationaux sur le numérique. Le premier, donc le NRI Index du Forum économique mondial, qui classe la Tunisie au 81e rang mondial, où on voit sur la courbe à droite que le point fort, les 2 points forts, ce sont les compétences, skills, et l'affordabilité, c'est-à-dire la possibilité pour les gens d'utiliser, d'accéder dans des conditions de prix raisonnables au réseau. Donc voilà ce point. Sur le e-gouv, l'administration électronique, la Tunisie est classée au 72e rang mondial, donc elle est plus performante en e-gov que dans la moyenne des TIC. Et selon l'UIT, sur l'indice de développement des TIC, elle est au 93e rang, sans changement depuis 2010, c'est-à-dire que malgré les difficultés, la Tunisie a progressé au même rythme que les autres pays mondiaux, ce qui est une belle performance. Je ne voudrais pas insister sur ces chiffres pour vous partager 2 expériences et tirer 2 leçons à la fin. La première expérience, c'est la naissance de l'Alliance franco-tunisienne pour le numérique. L'histoire a commencé en 2012. À l'époque, j'étais auprès d'ADTF, aujourd'hui Expertise France, pour répondre à un appel d'offres sur la mise en œuvre de l'e-gouv en Libye. On a bâti une offre française, on a été la présenter à Tripoli et on a perdu contre des Indiens qui avaient notamment débauché un des responsables du e-gov tunisien. En réfléchissant à cette affaire, je me suis dit, on a fait une faute. Si, au lieu de partir en tant que Français tout seul, on était parti dans un consortium franco-tunisien, nous aurions gagné face aux Indiens. Et à partir de ce moment-là, on continue, diapo suivante. Donc, le gouvernement français nous a donné une orientation d'aller plus vers l'Afrique. Et j'ai convaincu mes patrons de dire on a besoin de partenaires en Afrique. On m'a dit oui. Et j'ai choisi la Tunisie. J'ai hésité avec le Maroc. Pour 3 raisons. La première, c'est un pays qui a une vocation exportatrice, parce que quand on est grand, on travaille sur son marché intérieur. Quand on est petit, on a naturellement la vocation de penser sur le monde. Et puis, la Tunisie est un pays qui est partenaire, qui nous a fait moins peur que le Maroc, qui est plus centré sur lui-même. Et donc, j'ai eu l'accord, je suis venu ici, et on a négocié un accord avec le CERT, le Centre d'études et de recherche des télécoms. On continue. À ce moment-là, l'ambassade était en train de préparer la visite du président de la République et m'a dit « Alain, tu n'aurais pas quelques idées pour qu'on fasse quelque chose de sympathique dans les TIC ?» J'ai dit ce que je fais moi en tant qu'une entreprise, des centaines pourraient le faire, d'essayer de nouer des partenariats entre entreprises françaises et tunisiennes pour aller ensemble sur des marchés étrangers, sur le marché algérien, sur l'Afrique subsaharienne. Et donc, elle m'a invité à rencontrer l'industrie tunisienne, et j'ai rencontré TACT à l'époque, et Get IT, qui ont tout de suite été d'accord. Et ensemble, on a travaillé à bâtir cette affaire. Vous-même, donc, avez contacté le gouvernement tunisien, et moi, le gouvernement français. On continue. Donc, le ministre des TIC n'était pas intéressé, mais par contre, la ministre du Commerce extérieur l'a été, et ils m'ont dit, OK, mais à une condition, je veux des exemples concrets. Je connaissais bien les entreprises, et 10 jours après, j'avais 10 couples d'entreprises françaises qui disaient « Moi, je suis prêt à signer un partenariat avec des entreprises tunisiennes. » Donc on était prêt à avancer. J'ai cherché un budget pour que quelqu'un puisse travailler concrètement. Donc la direction interministérielle pour la Méditerranée a permis à Business France d'embaucher quelqu'un. Et donc le projet est né. Il a été donc parrainé par l'UTICA et le MEDEF, qui accueillait les 2 présidents, et c'est ainsi que le 4 juillet 2013, l'alliance a été signée. On continue. Donc cette alliance, elle avait pour objectif de mettre en relation des entreprises pour aller exploiter des complémentarités entre les 2 pays. Nous, on a des problèmes de main-d'œuvre dans les TIC. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre disponible. Il faut aussi conquérir des marchés arabophones. Nous, en France, on ne parle pas bien l'arabe.
et puis on a besoin de créer des emplois dans les deux pays. Et donc 70 couples d'entreprises ont été formés, certains avec de très bons résultats. On continue ? On continue, je vais parler d'ailleurs de la suite. Non, en avance, avant s'il vous plaît. Voilà. La deuxième expérience, c'est par ce que j'appelle le Startup Smart Africa. Donc, a démarré en 2015 où l'IPMED m'avait demandé d'étudier le commerce électronique en Afrique en faisant pour la première fois non seulement l'étude autour de la Méditerranée, mais en comparant avec l'Afrique subsaharienne. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Alors, j'ai vu d'abord que la Tunisie a été, au niveau du gouvernement, le pays qui a été le plus pionnier, qui a le plus bâti sa stratégie. On voit déjà en 2009 le guide du promoteur des projets de commerce électronique. Sauf que ça n'a pas suivi, il y a toujours des problèmes de convertibilité de la monnaie, des problèmes de transfert, de logistique. Enfin, ce n'est pas le pays qui s'est le plus développé. La deuxième, c'est que si on ne conçoit pas la filière dans son ensemble, le commerce électronique peut être destructeur d'emplois. Le Maroc, lui, il a commencé par dire « je vais travailler sur les filières des artisans pour vendre leurs produits ». La Tunisie n'a pas fait ça, elle a travaillé sur le commerce lui-même, mais n'a pas cherché véritablement à vendre ses produits. Dans tous les pays où je travaille, on a des problèmes de silos entre ceux du numérique et puis les autres ministères. Et enfin, donc, on voit que la taille des pays est importante. Des entreprises comme Jumia qui ont réussi à développer le commerce électronique vont d'abord dans les grands pays. Mais finalement, une des clés pour réussir, c'est la coopération régionale. Et puis, quelque chose qu'a oublié, c'est l'économie collaborative dont parlait tout à l'heure M. Kindi. On continue ? Et donc, lors du dernier ICT for All en Tunisie, la Tunisie est quand même le pays qui a accueilli le sommet mondial de la société de l'information, il ne faut pas l'oublier, c'est de dire, mais finalement, comment faire pour que tout ce qui se développe en matière de numérique, la valeur ajoutée qui est créée, reste dans le pays. Ce n'est pas évident. Et il y aurait beaucoup de choses à dire dans ces domaines. On ne peut pas toucher tous les sujets, mais il y en a un qui aujourd'hui m'intéresse, c'est que dans le cadre de l'alliance régionale qui s'appelle Smart Africa, où la Tunisie est membre, à ma connaissance, elle a pris la responsabilité du volet start-up. Effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, il y a beaucoup de choses. Et dans ces domaines-là, elle a donc beaucoup d'atouts considérables. Mais ce qu'on a voulu faire dans l'Alliance franco-tunisienne pour le numérique, ça n'a pas véritablement été fait. Parce que qu'est-ce qu'on voulait faire ? Pour pouvoir mettre ensemble des couples d'entreprises, il faut utiliser les besoins du numérique pour faire de la désintermédiation d'entreprises via le web. Et donc l'idée, c'est que dans le domaine des startups en Afrique, si aujourd'hui vous avez trouvé une entreprise, on parlait de médicaments, bon, je vous donne un exemple, à Dakar, oui, vous parliez du beurre français. Moi, ce que j'ai vu, c'est à Dakar, quand les gens sont malades, ils achètent un médicament, mais quand ils sont plus malades, la boîte, elle n'est pas finie. Eh bien, ils ont créé tout un réseau de partenariats et d'échanges où on s'échange les médicaments avec une monnaie virtuelle qui permet de l'avoir. Bon, ce projet français sur le beurre, ce projet sénégalais sur la santé, vous avez aussi des projets tunisiens, mais le problème, c'est que si chacun développe son start-up dans son pays, on n'aura jamais quelque chose qui sera à la taille de l'Afrique. Et donc cette idée de désintermédiation, c'était quelque part l'idée de l'Alliance franco-africaine pour le numérique, et c'est une des idées parmi d'autres que je suggère pour développer un pan plus important de l'économie collaborative en faisant de la Tunisie donc un hub entre l'Europe et la France. On continue ? Et donc, pour conclure, donc, je voulais dire que vu de mon point de vue, la Tunisie m'apparaît comme un partenaire idéal parce qu'elle est au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Orient avec une bonne connectivité et avec des compétences, mais qu'on a changé de monde. On est dans un monde collaboratif, donc les investissements étrangers avec des investissements en dur dans du béton et avec des emplois, ça reste fondamental et important, mais il n'y a pas que ça. On est dans le monde des entreprises agiles. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bon. On est dans le monde des entreprises agiles où on peut avoir des grandes entreprises qui travaillent avec des toutes petites, on peut créer de la valeur, et puis quand la valeur est créée, c'est seulement dans un deuxième temps qu'on pose un investissement matériel. Donc il y a des choses à faire aujourd'hui dans l'économie collaborative. Merci de votre attention. Merci M. Ducasse pour cette présentation. Now I think it's a big honor to have Mr. Saïd Gzia as General Manager of Huawei Tunisia. He will present the experience and the use case of Huawei implementation in our country.
Thank you. Good afternoon. So now I have two feelings. Firstly, I should learn French. Well, this one is not so comfortable sometimes. But slowly I speak English. Maybe some of you need to use it. My second feeling, now talking in the middle is very difficult. I feel now all of you need one coffee more than technology. But I will be, talking in a very human being feeling perspective. Actually, technology is not cold, it's warm. It's not something virtualized, it's the reality. It's not something on the paper, it's also in your life. So mainly I will talk two parts. First part, just let all of you, to be like have one coffee, how technology influence our life. I will talk in my wife's perspective. I think you will be interested. Secondly, I will talk about, because I'm from Hawaii, Said. My name is Said. I use the Arabic name, and I'm the country manager of Huawei in Tunis. So second, I will talk about, from our side perspective, how we can develop the ICT domain better. Okay? So the first part, l'élite how the des futurs technology ingénieurs in توانسة change our life. يعملوا ان ستاج في الصين So في اللابوراتوار دو what's هواوي this? بجمعتين. Smartphone. دونك All اليوم of سي you la have. Some of you still la using. cérémonie de clôture de la It's troisième not only session. smartphone, yes? On va Because of évoluer technology. نعملوا ايفالواسيون This is du camera, programme yes? وان شاء الله بقدرة ربي This باش is نعاودوا computer, نجدوا الاتفاقية This is also بين TV. هواوي Yes? ووزارة تكنولوجيا الاتصال. This is also your email, yes? Sometimes this is your office, yes? You know you go to office, you can work remotely. مرحبا Also بكم في sometimes سيريموني دو bring كلوتور some, نتاع بروغرام سيتس فور ذا فيوتشر 2017. My اليوم wife. عندنا Recently, always complain to me. But I think this is happiness complaint. He said, I look at the smartphones more than look at him, look at her. Maybe if you laugh, it's also is reality for you. And also she complained. She said that in the morning, when you wake up, you're not finding where's my wife. You are trying to find it, where's my smartphone. I think really, this is reality. Maybe also you have the case. So smartphone, really, this is one part of ICT technology changing our life. Second, I want to share is e-commerce, which my wife liked it so much. Not always complain. In China, Alibaba is very famous. I think all of you know it. In China also, the e-commerce is very popular. My wife is in Tunis, so, by the way, I have 3 kids. I like Tunisia, so always she want to buy the stuff for the kids. Always she buy from the internet. So every time I go to China, I'm not one businessman. I'm like the logistic man. I will take one big suitcase, then put one medium one inside, put one small one inside. It's almost empty. Then I come back to Tunis with 3 luggage. Big one, medium one, small one. Full of the stuffs, which my wife do the shopping online and send it to her friend. Then my job is just to do the logistic. See, this is from Alibaba. Alibaba. This is changing our life. And also, I think you have the same feeling. Now, when you go to one restaurant, your first thing is not say, okay, give me menu. No, you will ask. What question you will ask? Do you have Wi-Fi here? What is the Wi-Fi password? This might be heavy at least. Secondly, if the food come, very delicious, couscous, oja, break, nice. You will not say bon appetit. You will say showy. Take one photo. I will share with this nice couscous in Facebook. Share with my friend. Yes. So this is the technology in our life. Whatever, how you feel it is coming, and is changing our life.
And also, we see, it's all not only in our life. I go to the second part. We see for the technology, especially for the digitalization, is changing all the industry. From the transportation, from the manufacturing, from the power sector, all this will be ICT technology, will be the enabler for all the industry. Also, I stay here in Tunis 2 years. I see in Tunis, we have a Digital 2020 program. And also in last year, TIF was launched. And also we see just now also, our colleague, Smart Tunis shared this whole framework. We say it's very good. And also we see several progress is taking solid steps ahead. Such as firstly for the connectivity. In the Digital 2020 Tunisia, we have one pillar for connectivity is by 2020, 100% of the family are connected, at least with 4 mega. So this, we see this year, we had this white zone area coverage to cover the area which is still not connected, which is this activity is initiated by the technology ministry. I think it's a very good step, and it already has initial milestone result. Secondly, we see also among this Digital 2020 Tunisia, we also have the IoT program. It's very also important step. As just now mentioned, all is connected. Everything is connected. Machine to machine, people to machine, machine to people. So the IoT is basic technology to achieve this kind of all-connected world. Also in this year, we already awarded more than 27 licenses, which is a very good step. Also several other progress. We as one of the player in this domain we see, such as for the infrastructure operator, which is under progressing. All these are good steps. From outside, we see how to build the ICT as a basic enabler for the industry digitalization to promote the economic growth. Very important, I suggest to have 3 points. Firstly, as just now Your Excellency mentioned, for the digital code is very important. You know, just now I shared the similar cases you feel in your life, yeah, even your wife feel. Really the technology, especially ICT technology, developing very fast. You still remember 10 years ago you used only 2G, sending message, voice call only. Now, who sends the short message by phone? Or is it by the WhatsApp or by Facebook Messenger? Yes, the behavior is changing. Also the technology is upgrading. So our digital code should match the new technology trend and requirements. For this, I see Your Excellency mentioned, and is in the pipeline. We wish can be FISA as soon as possible. Second one is the policy and the regulations. This industry is developing very fast, and also we have the operators, we have the regulatory, we have different stakeholders. All should be together. The policy and the regulation is very important. Just now I mentioned, such as for the white zone coverage. Because this area for business case is not so good, yes? But all the people need to be connected. All the family need to be connected. So the government needs a policy to give some special policy to support, make it happen is important. Regulation is the same. Regulation should be also updated. Now I think Tunis is updating fast.
is good in to catch the trend. But this, we can also continue to updating the regulations to promote this ICT domain development. The third point I want to say is for the ICT, this digitalization, for the structure-wise, how to achieve it, we see the connectivity is the base. You are connected, this is the first. Like the one healthy body, your hand, your leg can make you move, can make you to do some action you want. This is the basic connectivity. Then the higher layer is the relational clouding data center, which is also, I see the government side also is already on the starting. This is like the BRIM. You have a lot of connectivity, you have a lot of information, but this information, how you utilize it very well is important. So this is the value for the nation computing data center. Then the third layer, which is also important one, is applications. Just now, Your Excellency mentioned, we have the e-health, e-government, which I see e-government is also one pillar of our Digital Tunisia 2020. And also e-school, all this kind of application also is important. It's like the heart of your human being. Okay, so this is what I want to say. To summarize, I don't use slides. Yeah, I try to, in a human being way to share my thinking. The tsunami is coming. Digitalization is coming. What we need to do is to embrace it in a brave way. Secondly, how we can embrace this ICT trend. 3 points. Firstly, for the digital code. Second, policy and regulation. The third, to have this structure milestones to achieve it. Thank you all. Thank you. Thank you, Mr. Said, for sharing your thoughts and with the local Tunisian flavor. So thank you. By the way, we have one video. Would like to invite you to share. اليوم على كل حال معناتها سعداء ببرنامج هذايا سيدز فور ذا فيوتشر اللي تنظمه هواوي في اطار تعاون ما بين تونس والصين الشعبيه. هذوما برامج مهمه بالنسبه للشباب نتاعنا، تعرفوا انه يمشي يعدي جمعتين في الصين ويشوف التطور التكنولوجي ويمارس التكنولوجيا على الميدان. بالنسبة للشباب يعني يفتح الآفاق نتاعهم على العالم، يفتح آفاقهم زاد أيضا على التطور اللي تشهده التكنولوجيا في العالم، وكيف كيف يعطيهم أفكار باش هم يطوروا القدرات نتاعهم. دونك بالنسبة لنا احنا البرامج هذه برامج مهمة تندرج ضمن استراتيجيتنا. احنا كما تعرفوا استراتيجية تونس الرقمية 2020 أهم عنصر فيها هو الكفاءات وتطوير الكفاءات. احنا وقتنا نحكيو على بلادنا ونقولوا بلادنا نحبوها قطب تكنولوجي في المنطقة، أول عنصر نحطوه هو أنه احنا عندنا الكفاءات، عندنا الكفاءات المبدع، عندنا لي تالون، عندنا القدرات. وهذايا البرامج هذيا من شأنها أن تعطي الصورة اللي نحبوا نعطيوها نحن على أنه احنا عندنا الكفاءات وعندنا أيضا لي سوليسيون تكنولوجيك. دونك هذيك علاش بالنسبة لنا احنا أولا فرحانين للشباب نتاعنا اللي نورونا وشرفونا. الحقيقة معناتها هواوي قالوا لنا بأنه الشباب التونسي اللي شارك في التظاهرات هذه على 3 سنوات كانوا متميزين، رغم أنه البرنامج تقريبا من عدد كبير من الدول اللي شاركوا فيه، وتقريبا يمكن الدولة الوحيدة اللي على مدى 3 سنوات متتالية دائما يقع اختيار طلبة من تونس. ونحن الآن نتطلع إلى أنه البرنامج هذا نزيدوا نجدوه في السنوات القادمة باش نفتحوا ديما المجال للتوانسة باش يمشيوا لمثل هالدورات هذه اللي باش تقوي لهم الاقتدار نتاعهم. في الوزارة احنا عندنا بروغرام qui date depuis un petit moment qu'on a développé avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des technologies. احنا en tant que société responsable spécialisée dans le domaine de l'ICT, on essaie de transmettre le savoir interne à travers
des formations continues. Donc on a deux façons de le faire. Ou bien on forme des ingénieurs chez nous qui vont travailler plus tard chez nous. Ou elle, avec une action sociale, là où on est en train de former, donner au moins une initiation à quelques élèves ingénieurs. باش يمشيو للشين يشوفوا شنو نعملوا غادي يشوفوا de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Et ils seront initiés un petit peu au monde du travail en premier lieu. ثاني حاجة, ils sont initiés aussi par les experts Huawei pour voir les nouveautés en termes de technologie, يشوفوا الفوتور شنو فيه, يشوفوا بلاد أخرى, حضارة أخرى, pour voir autre chose que ce qu'on a هنا في تونس. Ce programme derrière notre Tesnin, il va continuer encore pour les prochaines années. Le principe, c'est qu'on choisit les élites, les meilleurs étudiants de plusieurs écoles d'ingénieurs. Donc, مش حكر حاجة معينة معناها que les télécoms. خدينا من النيت, من سوبكوم, من لانسي, من بوليتكنيك, من صفاقس, من جابس, من سوسة, من البلايص الكل. L'idée, c'est d'avoir les meilleurs étudiants pour qu'ils soient les ambassadeurs dans leurs écoles باش يوصلوا المعلومة. المعلومة dans le sens où معناها يوريوا les étudiants, les collègues نتاعهم qu'il y a des perspectives, il y a des horizons, mais il faut voir plus large. Voilà. L'idée interne, c'est que de permettre aux gens de voir plus large. D'accord ? Donc le programme il va continuer pour les prochaines années. Inch'Allah, on aura un retour sur investissement dans quelques années. Les premiers étudiants à l'IMCHE depuis 3 ans, Tawa sur le productif, etc. Mais bien de grands leaders, à les former, et ça nous fera vraiment plaisir. Leaders. Thank you. Maintenant, j'appelle M. Ayman Majid, donc le Business Development Director de Omniacom, pour présenter son témoignage. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Omniacom est un groupe, je me présente déjà, je suis Ayman Majid, je suis le Business Development Manager, le directeur développement de la société Omniacom. On est un groupe aujourd'hui qui est positionné sur plus de 10 pays en Afrique. Et pour cette année, on a eu le privilège d'inaugurer 3 autres filiales, on va dire, donc celle du Burkina Faso, du Sénégal, et on vient d'inaugurer donc la filiale française. Omniacom a vu le jour on est situé au niveau du Technopole Razela. Depuis, on était la première société qui s'est installée, qui s'est implantée au niveau du Technopole Razela depuis 1999. Et je voulais rebondir sur ce point-là, puisque le Technopole Razela, qui est une fierté nationale, une fierté régionale, une fierté même internationale. Aujourd'hui, on a atteint, je crois, si je ne me trompe pas, le nombre de 9 ou bien 10 technopoles, technocentres qui sont positionnés en Tunisie. Et pour chaque pôle, il est spécialisé dans un secteur bien défini. Nous, on est positionné sur la partie IT, on est positionné au niveau du Technopole Razela. Je remercie tous les collègues et tous les amis qui ont fait les discours tout à l'heure. On a entendu parler de quelques chiffres et là, j'aimerais bien rebondir sur quelques chiffres qui ont été cités. Je vois beaucoup d'optimisme, ça c'est bien, mais juste... Donc, on choisit quelques points qui sont plus ou moins, on va dire, à développer pour le futur. Donc, en termes de Madame Neil, tout à l'heure, elle a mis le doigt sur un point qui est très, très, très important, qui est le capital humain, qui est un point stratégique dans chaque pays et celui qui est la locomotive même du pays pour son développement. Mais est-ce que vous savez aujourd'hui qu'en termes de position sur cet aspect-là, on est positionné 115e sur 130 dans le monde. 115e sur 130, donc ça laisse une marge très importante de développement, tout en sachant qu'on était positionné mieux que ça. Sur d'autres aussi chiffres, on va parler du LNRI. On est 81e, Monsieur Ducasse tout à l'heure il a parlé de ça, donc on est positionné 81e sur le monde entier. On est 9e parmi les pays arabes, on était dans le pole position, on était parmi les premiers. On est positionné, je crois, 11e en Afrique, 2e au Maghreb, on était les premiers. Donc ça laisse vraiment une marge
de développement, une marge pour l'amélioration. Si on a reculé ou bien on s'est maintenu dans la même position, on ne sait pas. Donc ce sont des chiffres à développer après. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a perdu notre place de leader en Afrique, au Maghreb et dans le monde arabe aussi. Donc ça, ce sont quelques chiffres que j'ai voulu rebondir dessus. Je reviens sur l'éthique en Tunisie. Il faut bien savoir aussi un chiffre qui est très important, que le secteur du TIC, il contribue à hauteur de, on va dire, 10% du PIB du pays. On parle souvent d'un chiffre à deux chiffres, donc on est entre 7,9 et 10% de la contribution du PIB du pays, ce qui est un chiffre très important, ce qui avoisine un peu d'autres secteurs primordiaux dans le pays, tels que l'industrie ou bien l'agriculture. Donc c'est pour dire que l'éthique, c'est un créneau très important dans le pays, d'où la stratégie qui a été choisie par la Tunisie depuis fin des années 80, les années 90, d'exporter ce savoir-faire vers l'Afrique principalement, puisqu'on fait partie de ce très beau continent. Et on a vu aujourd'hui, on voit des champions tunisiens africains en Afrique, entre autres donc, le groupe Omniacom auquel j'appartiens. On est sur 10 pays, plus de 10 pays aujourd'hui en Afrique. Je peux citer d'autres champions tels que Vermeg. Bon, Vermeg, il s'est orienté plutôt vers le nord, il s'est orienté vers l'Europe. Il y a BFI, que Vermeg, Vermeg, il est issu du même groupe BFI, donc aujourd'hui c'est une partie intégrante, si je peux dire, ou bien une part entière donc, de la société. Et puis il y a Axe Finance, il y a d'autres champions qui exercent en Afrique. Mais tout de même, il faut noter qu'il y a quelques difficultés pour le développement du secteur d'éthique aujourd'hui en Afrique, et on le sent sur plusieurs aspects, principalement l'accompagnement. Aujourd'hui, je saisis l'occasion que Monsieur le ministre est parmi nous, c'est pour vous parler d'une comparaison entre nos amis marocains et la Tunisie. Aujourd'hui, les Marocains, ils ont fait une stratégie de développement très rapide et très féroce aussi, si je peux dire. Ils sont positionnés un peu partout en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, principalement parce que ce sont des pays francophones. Et on trouve généralement tous les opérateurs, principalement l'opérateur historique du pays qui a une présence très importante en Afrique. Et on trouve aussi le positionnement des banques pour accompagner les sociétés pour le développement sur tous les secteurs. Aujourd'hui, en termes de positionnement de la Tunisie en Afrique, si on ne parle pas des sociétés qui ont choisi d'attaquer l'Afrique tout seul, on trouve Tunisie Télécom qui s'est positionné, si mon information elle est juste, seulement en Mauritanie, et encore sa position elle n'est pas terrible. Et en termes de banque, je ne vois pas qu'il y a une forte présence par rapport aux banques pour l'accompagnement des sociétés qui veulent développer en Afrique. Donc du coup, on a du mal à se positionner, surtout face à une concurrence très rude. Il est vrai, et certes, que la compétence tunisienne aujourd'hui, et on nous envie, c'est vrai, on nous envie aujourd'hui par la compétence tunisienne, mais malheureusement, on est en train, entre guillemets, de nous voler ces compétences-là. Ils sont en train de quitter le pays. On parle d'un chiffre supérieur à 2500 ingénieurs qui sont en train de quitter le pays pour aller chez d'autres confrères ou bien d'autres pays pour mettre en œuvre tout leur savoir-faire. Je rebondis encore une fois sur un autre point qui est très important par rapport à nos compétences. C'est le end-to-end, vous avez parlé de ça tout à l'heure, Ahmed. Donc nos ingénieurs ou bien nos compétences tunisiennes, ils savent attaquer les projets de bout en bout. C'est-à-dire on a la compétence de se positionner par rapport à n'importe quel projet de bout en bout, depuis la surveille, depuis l'analyse, l'exécution du projet, et après il y a la maintenance et le suivi. Et aussi on intervient sur tout le cycle de vie du projet, 360 degrés, ce qui est très important. Et là, je mets l'accent sur le fait que la Tunisie, depuis les années 90, elle a su se faire une place internationale dans le domaine d'éthique, tout en étant
tout en créant des sociétés qui savent faire de l'édition de logiciels et pas seulement de l'intégration, qui est un point très très important. Bon, je crois que j'ai plus le temps. Je cède parole. Merci beaucoup et j'espère que les informations sont pertinentes. Merci, Monsieur Ayman, donc Majid. Donc, c'était la dernière présentation ou témoignage pour ce workshop. Je pense que nous avons le temps pour prendre une ou deux questions de l'audience. Merci beaucoup pour ces interventions. Je voudrais dire que, en ce qui concerne le facteur humain, la Tunisie est très bien placée. Son classement en Afrique est parmi les premiers pays en Afrique en matière de disponibilité et de profondeur du marché de travail. Peut-être que non, le chiffre que vous avez donné, c'est en matière de flexibilité. Du facteur travail, c'est autre chose. C'est vrai, ce classement-là, il peut être correct. Mais sinon, en matière de profondeur du marché de travail et de disponibilité et de qualité de main-d'œuvre, c'est totalement le contraire de ça. Juste une petite précision. Merci. Oui. Thank you very much. My question is for Mr. Zia. I present myself. I'm Mohamed Ben Othman, project officer at BusinessMed. At Tunisia, we anticipate highly the One Belt, One Road initiative of China. But however, Chinese investors have been investing mostly in lands, in let's say low value investments. Where do you see the place of China in the One Belt, One Road initiative, and could there be room for more important, let's say, more of higher value investments? Thank you very much. Yes, yes. My name is Saeed, not Ziyad. Arabic name. It's very easy. You asked the question about China, the One Silk, One Road. Yeah, this is China's the strategy for the past 5 years. And also, I don't agree for one point. You mentioned for China, the One Silk, One Road is always the high-end production, yes? But how are we? Today I'm sitting here, standing here. So I think I represent a lot of Chinese companies. They now also changing the image about China product. I think now all of you, we sit here, not like 10 years ago, yes? Now China product also is quality, good price, and also brand together. Now, such as Huawei, if you ask our partner, how about Huawei compare with other player in this market, which is outside China player? I think they will give you your answer very clearly. I no need to mention here. So regarding you asked how Tunis can connect with China, this One Silk, One Road. Actually, 4 or 5 months ago, IACE arranged one forum. Is regarding the cooperation between China and also Tunisia, how to promote the cooperation. I remember that time, Your Excellency, Mr. Ziyad, you attended this conference. And we had a lot of discussing and also signed a lot of agreement from different industry, including the bank side cooperation, like the Aman Bank cooperated with China, this industry bank. And also we have this other construction corporations and others. So I can see there's big potential between China and Tunisia to improve
our cooperation. And I see there are solid steps going ahead. I'm very positive regarding the cooperation, especially with government stakeholders, with all the industries stakeholders effort together. Thank you. I hope I answer your question. Thank you. Thank you, Mr. Said. The last question, because timing is very tight. Okay, thank you. My name is Young-Si Kim from KOICA. I'm the e-government expert from Korea. Today I was very impressed by the speech, especially from His Excellency Minister, talking about the new vision and the Digital Tunisia 2020 and the digital code. As far as I know, we have several e-government projects, and e-government is another big important pillar for any countries. So I want to know, so far, because the Korean government, we are the leader in the e-government, and we have been supporting the Tunisia from several years ago. So we completed the TUNEPS project in the e-procurement area, and we also going on with the e-people, and the land system is coming. And not only Korea, maybe World Bank also supporting the open data platform, and the African Development Bank also supporting the new e-government 2020, like that. So I'd like to ask Excellency Minister or the Digital Tunisia Director, 2020 Director, so how are you going to integrate from all these different initiatives for the benefit of e-government Tunisia? Because you have only one government, one Tunisian government, but now, right now, there are several strategies, several approaches. So I'd like to ask, what is your vision right now for integrating all this? Thank you. Merci pour la question. En fait, il y a un seul programme. D'ailleurs, c'est ce que Soukaine a présenté tout à l'heure. C'est vrai, il y a plusieurs initiatives en input, mais en output, il y a un seul programme qui fait partie d'une seule stratégie qui est Tunisie Digital 2020. Nous avons Tunisie Digital 2020 qui est notre stratégie, qui est composée de plusieurs programmes, dont le programme de eGov. Le programme eGov, il y a un seul programme qui comprend plusieurs projets pour transformer l'administration tunisienne. L'objectif, c'est livrer aux citoyens un service smart, transparent, rapide et efficace. C'est rendre la relation entre l'administration et les citoyens plus efficace et plus transparente. C'est rendre un meilleur service aux citoyens. C'est pour cela le programme eGov est un des programmes principaux de notre stratégie Tunisie Digital 2020. Et dans ce cadre-là, nous travaillons avec plusieurs partenaires, dont le partenaire Corée du Sud, dont nous sommes fiers de la collaboration et de la coopération avec la Corée. Il y a plusieurs experts coréens qui travaillent avec nous sur un certain nombre de projets. Il y a aussi de la coopération sur TUNEP, sur ePeople, sur d'autres projets. Ça fait partie intégrante du programme eGov de Tunisie Digital 2020. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je tiens à remercier tout le monde pour votre présence. J'espère que ce workshop vous a donné en fait une vision claire sur le potentiel de la Tunisie dans le secteur des TIC, que ce soit au niveau infrastructure, que ce soit au niveau des données, du contenu, du potentiel, des applications. Et j'espère que ça va ouvrir l'opportunité à l'investissement dans ce secteur. Merci encore.